Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Bonjour Charlie, bienvenue au Web Today. Tu es chef du service Startup au média Les Échos. Le média Les Échos, pour info, au cas où, je ne sais pas, c'est un média qui traite d'actualité économique et financière. Depuis plus d'1 an, tu interviews des fondatrices de start-up. Alors moi, déjà, je suis curieuse de savoir comment tu as eu ce déclic. Il a eu lieu, ça n'avait rien à voir d'ailleurs avec le monde des startups. En fait, pour la petite histoire, j'ai un de mes meilleurs amis qui vient 1 fois par mois à Paris pour des rendez-vous professionnels. Et puis, je l'accueille chez moi. Et en échange, quand il est invité quelque part, il est obligé de m'amener. Et on a eu la chance d'assister en fait c'était un spectacle assez particulier qui était donc, je ne sais pas si vous connaissez Camille Aumont, qui est donc une célèbre Instagrammeuse c'est Je m'emballe clito, son compte Instagram, qui est quelqu'un de très très féministe. Et j'ai découvert une super fille sur scène où elle nous a fait un petit one woman show. Après, elle a fait toute une séance de questions-réponses. Alors on était dans le théâtre de l'Européen à Paris, qui est assez grand, donc ça a duré très très longtemps. Et puis ça finit par une petite séance de twerk très sympa. Et à la fin, j'ai eu de la chance, comme en fait mon ami et son expert comptable, d'être invitée à la soirée après. Et j'ai discuté un peu avec elle et tout. Et je ne sais pas pourquoi, en partant, je me suis dit, c'est vraiment dommage voilà, c'est des profils que moi je ne connaissais pas, parce que c'est vrai que je ne suis pas trop sur ce type de réseau social. Et voilà, je me suis dit, il faut vraiment mettre en avant plus de femmes et plus de profils, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, puis je ne sais plus, quelques jours après, je me suis dit, tiens, je vais le faire sur le réseau social que je préfère, entre guillemets, qui est LinkedIn, parce que voilà, c'est un réseau social professionnel. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis je me suis tenue à 1 par semaine quand même pour créer un espèce de rendez-vous. Voilà. Ouais, quand même, 1 par semaine. Ouais, Pendant 1 an, enfin depuis plus d'1 an même. Et du coup, moi, je suis curieuse de savoir qui t'a interviewé depuis que tu as démarré. Et alors évidemment, je me souviens plus trop d'une à une. Alors je les garde bien évidemment dans un petit dossier pour pas tout oublier. Mais j'essaye en fait d'avoir des profils complètement différents, parce que comme je disais au début, surtout dans le monde des startups, on voyait toujours les mêmes visages, c'est-à-dire qu'on voyait Céline Lazorte, voilà, de Litchi, Lucie Bage de Too Good To Go, voilà, j'en passe, Catherine Barba, enfin voilà, donc c'est des super femmes, c'est des rôles modèles, mais c'est vrai que elles revenaient tout le temps dans les médias, donc j'ai essayé d'aller chercher plein de femmes et surtout des startups assez jeunes comme ça, ça permet de les mettre sous le feu des projecteurs, et donc ça va vraiment de la fille qui a monté une marketplace qui va vendre de la déco à une entrepreneuse qui a monté une boîte dans la cybersécurité qui te met tout ça sur la blockchain, enfin des trucs très très techniques. Donc voilà, j'essaye d'avoir vraiment un peu de tout, et aussi des profils voilà, qui viennent aussi de milieux très différents, qui n'ont pas toujours été dans le milieu des startups. Voilà. On le sait sur la question des femmes, de la place des femmes globalement dans le monde économique, et pas que. Ça se retrouve dans beaucoup de domaines. Il y a un sujet de visibilité des femmes. Et du coup, moi, là, tu nous expliques que tu fais toi-même un travail de repérage, en fait, ce qu'on pourrait attendre de tout le monde, mais de repérage un peu des profils dont on n'a pas déjà entendu parler. Du coup, moi, j'aimerais bien savoir comment tu t'y prends, comment tu les repères, où est-ce que tu regardes. Moi, j'ai de la chance avec mon métier, étant chef de service start-up aux Échos, c'est que j'ai beaucoup de flux entrants. Maintenant, c'est-à-dire que j'ai un très gros réseau, donc j'ai beaucoup de gens qui maintenant, et puis alors grâce, comme le rendez-vous a beaucoup pris sur LinkedIn, les gens, j'ai beaucoup de cofondateurs, donc les hommes qui m'envoient des messages sur LinkedIn pour dire, faut vraiment que tu parles à ma cofondatrice, ce qui est assez marrant. Ça arrivait pas, je peux vous dire, comme moi je suis dans l'écosystème depuis 8 ans.
Avant, ils avaient plus tendance à vouloir se mettre eux en avant et à pas penser à mettre leur cofondatrice en avant. Donc j'ai beaucoup de choses comme ça, beaucoup aussi de femmes maintenant qui viennent, ce qui est aussi assez récent. Est-ce qu'elles ont toujours ce truc d'être assez en retrait, d'être discrètes, elles n'aiment pas être sous la lumière. Donc elles m'envoient aussi pas mal de messages. Et après, par mon réseau, donc c'est-à-dire que maintenant, dès que je rencontre des personnes, donc que ce soit dans des fonds d'investissement, donc des business angels, donc c'est des investisseurs individuels, enfin tous les gens que je peux rencontrer dans cet écosystème, je leur dis dès que tu as des nouveaux, tu rencontres des nouvelles boîtes et en particulier des femmes, je lui dis tu me pousses en particulier ces profils, comme ça moi ça me permet d'étendre encore plus le réseau et d'apporter justement cette diversité. Merci. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi. C'est un truc qui me gratte un peu quand on parle d'entrepreneuriat des femmes, notamment dans un souci de promotion justement de l'égalité des genres au travail. Le terme féminin est régulièrement utilisé. Donc on parle de leadership au féminin, d'entrepreneuriat féminin. Y a-t-il une façon genrée d'entreprendre ? Ça, c'est. Moi, franchement, je dirais que non. Je dirais qu'en fait, il y a des caractéristiques. En fait, moi, à force de rencontrer beaucoup de femmes, après, je vais faire un peu des généralités. Hein, toutes ne sont pas évidemment comme ça. Mais il y a des traits, un petit peu de caractère. Donc, comme je disais, donc pas trop se mettre en avant. Par contre, c'est des gens qui ont un peu plus, je trouve, d'empathie, de compassion, qui fédèrent un peu plus, je trouve, les équipes qui arrivent à faire travailler des gens très, très différents ensemble et qui font cet effort. Je dirais à peu près ça. Et sinon, c'est moins, c'est des personnes qui sont quand même un peu moins ambitieuses. En tout cas, moi, je le vois plus dans le monde des startups, parce que le monde des startups est quand même très masculin. On est sur quand même de l'homme blanc de 30 ans, sorti d'HEC, hein, concrètement, et qui pense data toute la journée, et qui a en plus des codes, qui a adopté tous les codes qu'il faut, c'est-à-dire parler avec plein de mots anglais qu'on n'arrive pas à traduire, voilà, qui a toujours des business plans qui sont à 10 fois, alors qu'une femme, elle va te dire oh là là, non, moi j'ai prévu tant de chiffre d'affaires, elle va être toujours un petit peu en dessous, et d'ailleurs c'est ce que les fonds reprochent souvent à ces femmes en disant t'es pas assez ambitieuse, voyons, il faut dire beaucoup plus. Donc il y a aussi tout ça, ouais, je dirais l'ambition c'est aussi quelque chose de très fort. Mais du coup, moi, comme je m'intéresse particulièrement à la question féministe, j'entends en fait dans ce que tu dis quelque chose qui est aussi lié à la sociabilisation de genre, quoi. Justement, c'est les caractéristiques, ce qu'on nous a appris sans doute nous femmes à être plus dans le soin, dans moins prendre de risques, etc. Mais voilà. En tout cas, je propose qu'on parle pour la suite de l'interview plutôt d'entrepreneuriat des femmes pour essayer de sortir justement des modèles de genre. Qu'est-ce que ces échanges t'ont appris, et pour commencer peut-être en termes de freins justement sur l'entrepreneuriat des femmes, à part ce que tu viens déjà un peu de nous dire, qu'est-ce que tu as pu observer d'autre ? Il y en a pas mal, mais un des plus gros qui revient tout le temps, nous, c'est la question du financement. Et moi, je le vois particulièrement dans les startups, c'est-à-dire que quand les femmes doivent aller pitcher donc, devant des investisseurs, déjà, encore une fois, on est sur de l'homme blanc, bon, pas 30 ans, là, ils sont plus 45, 50 ans. Et tout de suite, il y a ce souci, effectivement, elles pitchent pas de la même manière que les hommes, elles sont un peu moins, je vais pas dire un peu moins bullshit, après ils vont me taper dessus, mais en tout cas, elles vont être plus dans le concret, je disais, pas trop sur la lune, etc. C'est plus, je veux dire, de la gestion en bon père de famille, plutôt en bonne mère de famille, là. Donc il y a ça, et malheureusement, comme elles sont face à des hommes, il y a des grosses incompréhensions. Typiquement, moi j'ai eu une femme une fois, elle a une boîte dans le yoga. Et elle a pitché alors elle développe beaucoup de choses, hein, pas que des cours, etc. Tout un univers. Et elle a eu quand même des réflexions. Ouais, le yoga, c'est un petit marché. Elle fait bof quoi, je sais pas. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais elle lui a quand même donné plusieurs milliards dans le monde, quoi. Donc c'est pas vraiment un petit marché. Mais et puis c'est oh oui, je crois que ma femme elle fait ça vite fait le mercredi. Voilà, c'est des petites réflexions comme ça. Alors c'est peut-être pas forcément intentionnel, mais bon, n'empêche qu'ils se privent des fois de quand même de grosses opportunités. Voilà, donc il y a aussi évidemment pas mal d'autres. Elles ont droit à des phrases un petit peu malheureusement sexy, ça existe encore beaucoup. Alors encore une fois, intentionnel ou pas, je ne sais pas, mais du genre est-ce que voilà votre mari fait quoi ?
parce que comme toi tu entreprends, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un derrière qui assure, tu vois. Il est d'accord avec ce que vous faites. Vous avez des enfants. Je vois, vous êtes enceinte. Bon, il y a encore beaucoup malheureusement de choses comme ça. Donc c'est pas facile. Hein. Il faut savoir répondre. Et face, des fois, vous avez 5-6 personnes devant vous. C'est très difficile. Donc elles ont beaucoup de problèmes pour lever de l'argent. De toute façon, il y a des associations qui le disent, notamment Sista, qui œuvrent là-dedans et qui sort encore des chiffres assez ahurissants. C'est-à-dire que les équipes féminines de start-up, entièrement féminines, donc les fondatrices, elles lèvent que 2% du total de levée. Donc j'imaginez des 13 milliards qu'on a eu en 2022. Quoi. Et ça monte un petit peu quand il y a un duo femmes-hommes. Là, on approche des 20%, je crois. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est quand il y a une femme et un homme qui pitchent, aussi, on m'a déjà dit plein de fois, les investisseurs vont poser toutes les questions techniques à l'homme, sans même se demander, ça se trouve, c'est la fille qui est tech, quoi. Donc, voilà. Et ça rassure toujours qu'il y ait un duo homme-femme, les investisseurs. Ça, c'est une industrie un petit peu moutonnière, quand même. Donc, c'est vraiment un des plus gros freins. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans ces comportements. Elles peuvent le retrouver aussi, des fois, avec des prestataires, etc. Moi, il y en a une qui m'a raconté une fois, elle est allée avec un de ses stagiaires à un rendez-vous, et puis les hommes s'adressaient à lui, et elle lui a fait: non mais attendez, c'est moi la patronne en fait. Et elle est partie tout de suite, elle a dit: je travaillerai jamais avec ces gens-là. Donc c'est à peu près toujours la même chose qui se passe, malheureusement, mais bon, encore une fois, c'est pas partout pareil, évidemment. Ce que tu racontes, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où on voit deux fondatrices, c'est pas en France, je crois que c'est dans un pays nordique, je me souviens plus, où elles se sont inventées un cofondateur. Elles sont deux cofondatrices. Elles se sont inventées un cofondateur et ont remarqué qu'avec ça, elles obtenaient beaucoup plus de rendez-vous. Oui, j'ai une aussi, je ne vais pas la citer, mais une femme que je connais très bien, qui est en plus dans le monde de la fintech. Elle est allée effectivement avec son directeur technique pour aller lever des fonds. Elle a fondé toute seule sa boîte, ce qui est assez rare aujourd'hui d'avoir une personne, un seul fondateur en start-up. Et effectivement, elle a dit: je préfère que tu viennes avec moi juste comme ça, parce qu'elle a dit ce sera beaucoup plus simple. Donc dans les freins, on retient à la fois un sujet de légitimité questionné en tout cas par les femmes pour elles-mêmes, et puis un environnement parfois qui renvoie justement les femmes en permanence à leur genre, quoi. Est-ce que pour autant, alors je ne sais pas en un an ce que tu as pu observer, ou en tout cas dans les discours qu'elles ont eus avec toi, les conversations, est-ce que pour autant tu remarques une évolution? Est-ce que ces sujets qu'on entend encore prégnants, est-ce que ça bouge quand même? Oui, je ne vais pas être pessimiste non plus. Ça va quand même beaucoup mieux, dans le sens où on en parle aujourd'hui, c'est quand même un sujet. Tout le monde, toutes les entreprises, les fonds, je disais, ils sont obligés de bouger sur ces questions-là. De toute façon, il y a des critères de ESG, etc. Il ne faut pas oublier le G de gouvernance dans le ESG. Donc, ils sont, je ne vais pas dire, de toute façon, ça revient toujours à la question des contraintes, des quotas, mais en tout cas, ils sont obligés de faire quelque chose. Et encore une fois, il y a des associations comme Sista qui bougent en permanence. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont récemment fait une vidéo très drôle avec Xavier Niel, pour encore démonter, et qui montre encore les stéréotypes, très drôles. Et voilà, je pense que je me souviens plus de ta question de départ. Ça m'arrive tout le temps. Comment ça bouge un peu? Qu'est-ce que tu observes de justement vis-à-vis de ces freins? Est-ce que pour autant, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Oui, parce que déjà, comme je le disais, il y a on voit plus en plus de femmes qui sont mises en lumière. Donc ça aussi, ça donne aussi plus envie aux femmes d'entreprendre. Il y a le phénomène aussi, moi je le vois dans les startups, on a un écosystème de plus en plus mature, ce qui fait qu'il y a aussi de plus en plus de femmes qui ont des rôles importants dans ces startups, donc vice-présidence marketing, produits, RH, etc. Et qui, en tout cas, il y en a de plus en plus qui passent le pas et qui vont créer leur start-up, parce qu'en général, en plus, vous avez des BSPCE, là, ces sortes de stock options qui vous permettent parfois de partir avec un gros chèque et donc de pouvoir monter sa boîte après. Donc ça, il y a aussi cet effet-là qui marche très bien. Et évidemment, plus globalement, le côté de la barrière à l'entrée pour créer une start-up qui est quand même beaucoup plus basse aujourd'hui. Je veux dire, je vais caricaturer, vous avez un ordinateur,
ordinateur, une connexion Internet. C'est quand même beaucoup plus simple. Enfin, tout est dans le cloud aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des serveurs. Donc, il y a aussi tout ça et et aussi tout un tissu quand même de financement aussi en amorçage. C'est-à-dire tout le réseau des business angels. Il y en a de plus en plus aussi parce qu'ils ont revendu des entreprises. Ils ont, comme je disais, sorti où ils gagnent très bien leur vie dans des grosses startups. Et il y en a de plus en plus qui, justement, veulent investir dans les femmes et qui font du mentoring, etc. Enfin, voilà, eux, ils m'apportent encore une fois beaucoup de profils. Ouais. Je pense que c'est le moment où ce serait bien de parler de qu'est-ce qu'on entend par start-up. Parce qu'il y a un sujet entrepreneuriat des femmes. Mais déjà, avant de rentrer dans le savoir, est-ce qu'il y a des spécificités dans l'écosystème start-up, qui est celui que tu étudies, qu'est-ce qu'on entend par start-up? Juste histoire qu'on soit d'accord sur cette conversation, de qui on parle. Oui, j'aurais dû le faire au début. Alors, il n'y a pas de définition. Voilà. Officielle en tout cas. Nous, on essaye on s'accorde un petit peu avec tout le monde pour dire que c'est une jeune entreprise innovante, mais on n'est pas forcément obligé d'innover par la technologie. Ça peut être aussi par le business model, voilà, donc ça peut être plein de choses, quoi. Et ensuite, c'est une boîte qui a une croissance soutenue. Voilà, donc il faut faire 10, 20, 30, il faut avoir des croissances à 2 chiffres tous les ans, c'est à peu près les critères. Il n'y a pas de critères de levée de fonds, puisqu'il y a des startups qui, évidemment, ne passent pas du tout par ça et qui s'en sortent très, très bien. Voilà, c'est à peu près les 3 critères en général qu'on retient. Ouais. Ok, merci. Et par conséquent, la suite, est-ce qu'il y a des spécificités donc dans l'entrepreneuriat des femmes en général, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à ce qu'on vient de se dire, des freins, des aides, enfin un mouvement spécifique des femmes, entrepreneuriat des femmes dans l'écosystème des startups en particulier? Ouais, ça c'est franchement, il y en a plein. Moi, je vois, je ne vais pas dire pratiquement toutes les semaines, il se passe des choses. Il y a de plus en plus de réseaux. Franchement, il faut trouver, il suffit d'aller sur Internet, vous pouvez trouver vraiment beaucoup de choses. Et puis, en plus, par thématique. Je veux dire, même à l'intérieur de certaines associations, moi, je pense notamment dans la tech, il y a le Galion, qui est un gros collectif d'entrepreneurs investisseurs. Il y a dedans un groupe pour les femmes, justement, pour s'aider. Donc, voilà, il y a de plus en plus de programmes aussi que les grands groupes font pour justement aider les femmes entrepreneurs. Je pense notamment à Veuve Clicquot, disclaimer, c'est chez nous, mais aussi qui fait tout un programme depuis 50 ans pour les aider, voilà, et que ce soit entrepreneuriat féminin au sens large. Donc, il y a vraiment maintenant énormément d'initiatives et je reparle encore de Sista, mais parce qu'ils font évidemment beaucoup de choses et d'ailleurs, ils vont faire leur premier événement dans 10 jours. Donc, voilà. Donc en fait, entreprendre, même dans le monde des startups, quand on est une femme, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui. Non, franchement, il y a encore même 2 semaines, j'animais justement une conf avec un public que féminin et que des intervenantes féminines, mais juste, et c'est ça aussi moi que je trouve intéressant, juste sur le thème comment lancer sa start-up. Et en fait, c'était le startup studio eFounders, qui s'appelle maintenant EXA, qui a lancé un cycle de conférences, et justement pour amener plus de femmes. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on n'a pas du tout parlé au final pendant 1 heure d'entrepreneuriat féminin. On a juste parlé de comment faire pour créer sa boîte, c'est tout seul, quand lancer exactement son produit. Et on avait 3 super nanas qui ont partagé leur expérience. Et c'était super intéressant. Donc, moi, j'ai... Top. Est-ce que toutefois, il y a des domaines que tu as observés qui sont particulièrement plébiscités par les femmes quand elles entreprennent? Et est-ce que ce fut le cas? Est-ce que c'est encore le cas? À quoi elles viennent? Mécaniquement, parce qu'en fait, toutes ces questions on retrouve moins de femmes dans les secteurs de la tech, ça vient de l'école, donc tu as très peu de femmes ingénieurs. Je crois que je sais plus, Polytechnique, il me semble que c'est 15% de femmes. Donc mécaniquement, tu en trouveras moins dans les boîtes très 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 tech. Je pense, on en parlait tout à l'heure, du quantique, de la cybersécurité, de la crypto. Alors là, c'est catastrophique. Donc un petit peu moins, mais comme j'ai dit, j'en ai quand même rencontré quelques-unes récemment, donc c'est possible. Et en plus, qu'il y avait effectivement des backgrounds
très tech. Et encore une fois, on peut être aussi cofondatrice et en ayant la partie très business, marketing de ce type de boîte-là. Hein. Pareil, j'en ai encore rencontré une juriste qui s'appelle Yosra et qui a créé une boîte en famille, je crois, avec son frère. Lui qui a la partie très tech et elle s'est mise à... Voilà, elle a juste découvert le truc. Et ce qui est hyper bien, parce qu'en plus, elle vulgarise très, très bien toutes ces technologies. C'est agréable quand tu es journaliste et même pour leurs clients, quoi. Parce que c'est vrai, quand tu t'adresses à quelqu'un qui est très très tech, c'est très compliqué. Hein. Donc voilà, il y a ça. Et donc c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas que les femmes ne font pas que des marketplaces et elles vendent pas que des fringues en ligne, quoi. Pas du tout. Alors, on l'a un peu abordé au fil de l'interview, mais moi, je serais curieuse de savoir, est-ce que finalement, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes, et parce qu'on l'a vu, elles sont sociabilisées différemment, elles sont perçues différemment, est-ce que pour autant, elles amènent des nouvelles pratiques et des pratiques qui seraient valorisées, justement, qu'on percevrait comme un apport dans le fait d'entreprendre? Il n'y a pas... je trouve pas particulièrement. Enfin, je veux dire... et même des fois, il y a un petit peu le revers de la médaille qui est de... comme il faut, comme je disais tout à l'heure, aller chercher des fonds, etc. Certaines évoluent dans des milieux très, très masculins, elles vont prendre un petit peu le contre-pied. Enfin, pas le contre-pied, mais se mettre aussi à se comporter exactement pareil, à prendre les mêmes codes pour pouvoir se développer, etc. Donc non, il n'y a pas vraiment, je dirais, Ouais, en tout cas, c'est pas observé comme tel non. de façon systémique, quoi. Non, il y a un moment, c'est quand tu es entrepreneur, c'est la galère. Je vais pas l'apprendre à ce que c'est. Donc, je veux dire, tu as les mêmes problèmes. Voilà, il faut juste gérer ça. Je sais pas s'il y a des futures entrepreneuses dans la salle, mais si tu avais un conseil, quelque chose à leur apporter là, avant qu'on vous donne le micro, parce qu'il reste 18 minutes si jamais vous voulez poser des questions avant qu'on finalise l'échange. Mais voilà, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil? Écoutez pas trop les gens, voilà. En général, c'est ce que les gens s'ils disent, donc on n'écoutez personne. Mais non, mais surtout, faut pas hésiter à demander de l'aide, franchement, aux gens. Il y a, comme je disais, tellement aujourd'hui de réseaux, d'associations, de femmes. Alors, il y a des femmes qui sont extrêmement sollicitées, donc ça devient compliqué pour elles d'aider, etc. Mais je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneuses qui vont dédier 20% de leur temps dans la semaine pour aider d'autres femmes, etc. Il ne faut pas hésiter aussi à réseauter. C'est ce que moi, je vois particulièrement aussi moi, je fais énormément de soirées. Je suis quelqu'un de très mondaine. J'assiste à beaucoup. C'est parce que c'est aussi une façon d'avoir plein d'infos. Et c'est vrai qu'il y a aussi moins de femmes dans les soirées parce que elles ne pensent pas à la valeur que ça peut leur apporter, mais voir des gens dans un autre contexte, déjà, ça permet de voir d'autres personnes et les voir dans un autre contexte, donc de penser à d'autres choses. Voilà. Ça peut donner pas mal d'idées. Donc, c'est vrai qu'elles ne pensent pas à ça. Et malheureusement, il y a aussi la contrainte souvent de j'ai des enfants, il faut que je rentre, etc. Voilà. Donc, ça, faut vraiment, vraiment y aller. La charge mentale. La fameuse. Et je dirais, donc pas hésiter. Et puis, franchement, pareil, hein, moi, j'essaye au maximum, dans la limite de mes capacités aussi, hein, à faire des introductions. Enfin, je veux dire, des fois, ça prend 2-3 minutes, donc faut pas hésiter, des fois, à nous solliciter. Après, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de choses, notamment les journalistes. Mais donc voilà, donc, surtout ne pas hésiter. Merci. Ouais. Il nous reste quelques minutes, peut-être avant qu'on finalise, qu'on revienne. J'ai encore 2 petites questions, mais je voulais savoir si dans la salle, il y avait des questions que vous vouliez poser. J'en vois une là-bas, je sais. Merci et bonjour. Vous l'évoquiez justement, le sujet des enfants. Est-ce que dans toutes les femmes que vous avez rencontrées, elles vous le mentionnent justement, si c'est des enfants? Est-ce que justement c'est quelque chose plutôt de motivant, un facteur qui a pu déclencher l'envie de créer, d'entreprendre? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez même pas mentionné avec elles durant vos interviews?
Non, j'en parle jamais. C'est vrai que je ne demande pas s'ils ont des enfants. Comme des fois, je m'amuse même, je le demande que aux hommes. Ça me fait marrer. Pour leur dire, mais alors comment tu fais et tout, ça doit être dur. Et puis là, on voit les réactions, c'est très drôle. Donc non, ça vient juste parce que, je sais pas, avant, des fois, parce qu'on n'attaque pas forcément une interview, une rencontre comme ça brute, et elle dit, oh là là, désolée, j'ai dû déposer mes enfants à l'école. Voilà, ça vient comme ça. Mais moi, c'est pas du tout un sujet. En plus, moi, n'en ayant pas, j'avoue que c'est pas un truc en plus, moi, que j'ai l'habitude de parler, quoi. C'est pas quelque chose, ce que j'entends, que tu abordes dans le contexte de la question de Non, l'entrepreneuriat parce des qu'en femmes. fait, j'en ai un petit peu parlé dans quelques confs, notamment celle que je parlais sur les femmes, comment lancer sa start-up. J'ai fait quand même 2 questions à un moment, parce que je suis sûre que ça titille quand même beaucoup de femmes qui ont des enfants et qui se disent, oh là, comment je vais faire, j'ai déjà 2 bébés, si après j'en ai un 3e, donc ma boîte, ça va être ingérable. Donc forcément, on en a un petit peu parlé, mais moi j'ai tellement d'exemples de femmes qui ont... alors il y en a, je sais pas comment elles font, elles sont un peu folles, c'est pas possible, parce qu'elles sont genre en train de lancer leur boîte, elles sont enceintes jusque-là. J'en connais qui ont accouché juste après avoir signé pour leur levée de fonds. Enfin, il y a des histoires, voilà, mais effectivement c'est possible. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que pour moi c'est souvent aussi un facteur accélérateur. Donc je voulais savoir si ça revenait dans les histoires de ces femmes, justement. Non, comme c'est vrai que moi j'en parle pas, je leur en parle pas du tout. Mais c'est vrai que ça pourrait être des questions que je pourrais aussi effectivement leur poser, quoi, parce que j'en ai de à peu près tous les âges. Donc, Et j'avais une dernière question. Du coup, parmi toutes ces femmes que vous avez rencontrées, est-ce qu'il y a une histoire qui vous a particulièrement marqué? Laquelle? C'est s'il y en a une qui m'a marquée, parce que c'est la plus jeune que j'ai interviewée. Elle a 14 ans. Elle s'appelle Alia. Moi, j'ai un problème avec les noms maintenant. Bon, Alia. Je l'ai rencontrée dans le cadre des journées de la journée de la femme digitale, voilà, qui met en avant des femmes européennes et africaines. Voilà, elle a fait partie des lauréates, parce qu'ils récompensent donc des femmes, et ils ont une catégorie junior. Donc c'est une jeune Française qui est en train de créer une application pour lutter contre le harcèlement scolaire, parce qu'elle a été victime de ça. Et je veux dire, juste à 14 ans, tu es au collège. Moi, perso, je ne pensais pas du tout à créer une start-up, quoi. Il y a un projet. Voilà, et puis elle a commencé à créer ça avec son frère. Elle fait ça, voilà, en famille. Et maintenant, d'ailleurs, elle a été récemment reçue par Elisabeth Borne sur ces sujets, donc à Matignon. Et voilà, puis alors on en parle évidemment comme si c'était normal. Elle a beaucoup évidemment de modestie, et elle arrive à quand même faire de front ses études et ça, parce qu'elle est extrêmement sollicitée depuis, parce que ce prix lui a beaucoup apporté. Donc voilà, je dirais, allez, celle-ci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Donc vous êtes journaliste aux Échos, un journal économique et financier. Moi, j'imagine que c'est très masculin au journal. Est-ce que les interviews ont fait évoluer la perception de vos collègues sur comment ils abordent l'économie, les biais qu'ils ont ou pas? Est-ce que du coup, ils vont interviewer plus de femmes suite à ce que vous avez fait? Très bonne question. Très bonne question que je voulais éviter. Non, je vais le dire. Et puis, nous, il y a quand même un gros enjeu, en tout cas au niveau, nous, on est le groupe Les Échos Parisiens. Il y a un très gros enjeu, puisque notre lectorat féminin est pas très développé. Alors, je crois qu'on est autour de 20%. Donc c'est pas terrible. Donc c'est un des gros enjeux aujourd'hui du groupe, c'est-à-dire d'aller conquérir plus de femmes si on veut gagner plus d'abonnés. Du coup, c'est pas très compliqué. Mais franchement, je crois, et j'en suis quasi sûre, pratiquement personne au sein de la rédaction est au courant de ce que je fais. Pour la simple et bonne raison. Déjà, on est une grande rédaction, on est 150 journalistes. Mais surtout, c'est qu'il y en a très peu qui sont sur les réseaux sociaux. Et ils sont un petit peu sur Twitter, mais sur LinkedIn, franchement, il n'y a pratiquement personne. Je ne suis même pas sûre que mes chefs directs, mes rédacteurs en chef, soient au courant. Donc voilà, donc ça risque pas de trop faire bouger. Mais
mais bon, je sais que en tout cas, dès que je leur pousse plus de portraits, de profils, ils le prennent, ça c'est bien. Mais clairement, ça n'a pas changé, malheureusement. J'espère qu'ils ne vont pas me taper sur les doigts, mais il y a toujours autant de... Enfin, je veux dire, quand on ouvre le journal, c'est toujours beaucoup d'hommes. Et c'est aussi parce que nous, on interviewe beaucoup aussi de grands patrons. Voilà, on suit tous les secteurs de l'économie. Donc, ils sont encore une fois majoritairement représentés. Donc non, donc c'est vrai qu'il n'y a pas encore je sais pas, cette bascule où de temps en temps, on pourrait se dire, il faut faire un petit effort. Voilà, non, nous, on est un peu... notre service, on est un petit peu à part, on va dire. Hein. On est un peu le petit service du journal et on fait notre truc parce que, voilà, et tout le monde comprend d'ailleurs pas trop tout ce qu'on fait parce que, voilà, c'est un secteur encore assez naissant, quoi. Et du coup, ça m'invite juste à une autre question. Désolée si je mange une question du public, mais tu nous as parlé d'Alia, la jeune femme de 14 ans, qui t'a marqué. De là, la spécificité, peut-être les échos traditionnels et vous. Est-ce que tu dirais qu'il y a un sujet de génération ? Oui. Juste pour ici, il y a encore, nous, moi, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge, hein, mais clairement, d'ailleurs, moi, je suis la plus jeune chef de service aux Échos. Quand j'ai été nommée, c'était un petit peu la révolution dans la rédaction. Voilà, et pour le coup, j'ai été nommée, et ça, faut que je lui rende un peu hommage, c'est que notre directeur de la rédaction, enfin ancien, puisqu'il a dû partir récemment, qui est Nicolas Barré, et c'est lui qui m'a nommé en disant oui, il y a un moment, il faut faire monter les jeunes, il faut faire monter les femmes, et puis en plus, quand on parle de start-up, ça aurait été bizarre de nommer quelqu'un qui a 50 ans et qui connaît pas les start-up, parce que la plupart, et je dis pas que les gens de 50 ans connaissent pas les start-up, mais en tout cas, nous, les journalistes chez nous, suivent pas du tout, ils connaissent pas du tout l'écosystème, donc c'est vrai qu'il aurait en plus fallu à cette personne tout réapprendre, donc ça aurait pris longtemps. Donc, Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le public ? Oui, je vois 2 mains levées. Bonjour. Ah. Je suis tout là-haut. J'avais une petite question. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que ce genre de conférence ou ce genre de réflexion, avec votre recul, que moi j'ai pas forcément, c'est peut-être plus de nature à scinder deux mondes, l'homme, la femme, la start-up, l'entreprise tradie, et en fait imposer un modèle où on devrait bosser pas forcément ensemble. Enfin, j'ai interviewé des fondateurs et des fondatrices. Pourquoi plus des femmes ? C'est avec votre recul, est-ce que vous ne pensez pas que finalement ce genre d'action mène plutôt à nous opposer les uns aux autres ? Non, mais c'est vrai que c'est ce qu'on me demande souvent. Moi, je pense que de toute façon, il faut continuer à le faire parce que malheureusement, ça change très très lentement. Donc c'est pour ça. Et la deuxième chose que ça y est, j'ai déjà oublié, c'est que non, ça amène en plus. Moi, je scinde jamais. Et d'ailleurs, je trouve ça. Je dis toujours que c'est très dommage. Je l'ai dit à quelques événements qui étaient, ou alors quelques soirées très très féminines. Je dis toujours, faut pas organiser pas justement des tables rondes entières avec que des femmes sur la thématique de l'entrepreneuriat féminin. À chaque fois, je dis, il faut toujours qu'il y ait des hommes dans la salle. Donc, et c'est d'ailleurs ce que Sista fait maintenant à leur board. Il y a quand même beaucoup d'hommes. Donc, parce que si on ne les mobilise pas, s'ils ne prennent pas aussi en compte ces sujets, effectivement, ça ne marchera pas. Moi, non, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Voilà, je trouve qu'il faut juste les mettre plus en avant. Et j'espère d'ailleurs arrêter très rapidement faire ce genre de portrait et que ça devienne, qu'on ait un petit peu, que j'ai plus besoin de faire tout ça et que la situation s'améliore. Mais non, je suis tout à fait d'accord. On peut pas tout séparer, mais malheureusement, il faut encore éduquer parce que je sais pas si encore c'est un sujet générationnel, mais il y a encore tout peut-être, faut encore du temps. Moi, ce que ça m'évoque, c'est faire la distinction entre avoir recours à des outils pour permettre de faire bouger une situation, et qui est là le fait de mettre en visibilité des femmes,
le fait d'utiliser des mots justes. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, parler plutôt d'entrepreneuriat des femmes plutôt que d'entrepreneuriat féminin, qui justement pour moi pousse le fait qu'il y aurait une spécificité distincte des autres. Donc distinguer des outils versus ce qu'on souhaite, ce vers quoi on aimerait tendre. Et ouais, j'aime bien souvent essayer de faire cette distinction parce que dans les faits aujourd'hui, si on veut faire bouger les choses, il y a peut-être des outils à utiliser et c'est pas forcément, c'est pour tendre vers un résultat qu'on aimerait plus universel, moins binaire. Voilà. Tu l'as bien mieux dit que moi. Il y avait d'autres mains levées. On va peut-être prendre... Ouais. Il y a une question juste devant la régie. Merci, bonjour. 2% des fonds en France sont levés par des équipes 100% féminines. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres, ces femmes qui réussissent à lever des fonds ? Souvent, c'est parce qu'elles rentrent dans les cases des fonds d'investissement. Malheureusement, je vais pas peut-être si vous apprendre grand-chose, mais les fonds ils ont des thèses très particulières. C'est-à-dire que pendant un moment, là en ce moment, ils vont tous investir dans l'IA. Donc là, si vous êtes 2 femmes, que vous montez un truc dans l'IA, c'est le bon moment. Avant, il y a un an, c'était les NFT. Alors là, voilà. Donc il y a toujours ça. Et la deuxième chose, c'est vous rentrez aussi dans leur case, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, parce que vous avez adopté les très bons codes, que vous allez chercher les très bons mots, vous avez la bonne présentation comme il faut. Comme tous les copains font, vous lâchez, vous faites vraiment le pitch très classique, très ambitieux que font la plupart des hommes. Donc c'est à peu près les quelques critères, voilà, mais ça dépend aussi beaucoup des secteurs. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, et je pense qu'on verra vraiment la différence dans quelques années, c'est que maintenant, il y a toute cette thématique d'impact, de green tech, etc., où là, les fonds commencent tous à avoir leur propre véhicule, d'ailleurs, dédié. Et donc, ils commencent à de plus en plus investir dans des startups de ce type. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui entreprennent dans le monde de l'impact. J'ai plus les chiffres, mais en tout cas, c'est plus élevé que dans le super monde, pas sexy du tout, du logiciel B2B. Donc, je pense que ça va bouger. Ouais. J'espère, parce que ça reste quand même compliqué de lever des fonds, même quand on a une start-up dans l'impact. Oui, quand même, parce que là, ils sont encore tous, ça commence seulement, ils commencent tous à lever des véhicules, et je pense qu'ils ne savent pas du tout encore, ils ne sont pas habitués à tous ces modèles, parce que quand je faisais la plaisanterie sur le logiciel SaaS B2B, mais ils sont habitués à ce que ce soit ce qu'on appelle de l'ARR, donc ça s'appelle des revenus récurrents annuels, donc vous avez un truc qui tombe tous les mois, tac, tac, tac. Ça, ils aiment bien. Et donc, c'est des modèles qu'on retrouve peut-être moins dans l'impact. Donc, ils ne sont pas encore... il faut aussi, eux, qui changent un peu leur thèse et leur façon aussi de penser. Ouais. Ils posent beaucoup de questions sur qui garde les enfants quand on est en rendez-vous le mercredi. Classique dans beaucoup de domaines. Merci à tous et toutes pour vos questions. Charlie, tu restes toute la journée de toute façon, donc si vous avez envie de continuer l'échange et que vous la croisez dans la journée, si vous avez envie de continuer la discussion, allez-y. Je me suis mis en orange exprès pour qu'on me voit. C'est ça, super, top. Avant de vous quitter, moi j'ai une dernière question. Tu me l'as dit en coulisses, tu as bientôt un prochain numéro qui sort. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en avant-première ? Oui, c'est parce que je sors en général mercredi ou jeudi. Enfin, je me suis pas fixé de jour parce que quand on est dans un média, un quotidien, c'est compliqué de voir le lendemain juste. Donc là, je vais parler d'une femme. Alors, ça va pas être très très start-up. De temps en temps, je fais des petits pas de côté, mais c'est aussi pour montrer un petit peu, encore une fois, la diversité. C'est une femme. C'est d'ailleurs 2 femmes. Donc voilà. Donc c'est encore très particulier, qui ont créé un média. Donc en plus, c'est pour aussi montrer que je peux mettre en avant des médias. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un média qui se spécialise dans la tech en plus, et qui va aussi avoir une forte présence sur les réseaux sociaux, donc avec tout du contenu vidéo.
Donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant aussi de faire un clin d'œil à des consoeurs. Ça change un peu. Et puis c'est des femmes qui ont quand même beaucoup d'années d'expérience. Donc voilà, qui étaient notamment chez TF1 pendant une quinzaine d'années. Donc je trouvais que ça changeait un petit peu. Donc aujourd'hui ou demain, ce nouveau numéro. Aujourd'hui, il faut que je m'en occupe à un moment. Voilà. Super. Merci beaucoup, Charlie. Merci à tous. Merci à tous et toutes pour vos questions. Et puis, bonne journée tout le monde.